Yorana à tous et à toutes, je m'appelle Claire Aucuet, je suis en M2 EIO ici à l'UPF et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager mon sujet de stage encadré par Takeshi Izumo et Bastien Pagli en collaboration avec d'autres chercheurs sur la variabilité intrasaisonnière de la chaleur humide et des canicules marines. Donc lorsqu'on parle de variabilité intrasaisonnière, on parle de périodes de 20 à 100 jours. Et dans le cas de mon stage, on va s'intéresser plus particulièrement au principal mode de variabilité intrasaisonnière dans les tropiques, qui est l'oscillation de Madden-Julian ou la MGO. La MGO, en fait, c'est une enveloppe convective qui se déplace d'ouest en est le long de l'équateur et qui fait le tour de la Terre entre 30 à 60 jours. Et elle est caractérisée par une alternance de régions de convection renforcée, donc plus de précipitations qu'on voit en bleu sur l'animation, et des zones de subsidence, donc moins de précipitations en rouge-orange sur l'animation. Elle peut être également représentée grâce à un indice sous la forme de ce graphique qui est divisé en 8 sections qui représentent les 8 phases principales de la MJO qui nous donnent son amplitude et sa localisation. C'est un peu plus facile à visualiser si vous imaginez qu'au centre vous êtes au pôle Nord et vous regardez la Terre vers le bas avec la MJO qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la phase 2 et 3 qui correspond à sa position de la phase active dans l'océan Indien et de 5 à 7 dans l'océan Pacifique. Et l'amplitude de l'écartement du centre indique son intensité. Et plus elle est importante, plus elle est susceptible d'avoir des impacts sur les conditions météorologiques comme la pluie, le vent ou même les événements extrêmes comme les cyclones tropicaux. Et ici, on ne s'en rend pas forcément compte, mais elle joue un rôle sur le régime des temps. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des semaines où il fait beau, alterné avec des semaines où il pleut pas mal. Et notamment, le dernier épisode pluvieux orageux qu'on a eu au début du mois dernier est survenu lors de la phase 7 de la MJO, ce qui correspond à son passage dans le Pacifique. Tout l'intérêt de ce graphique, c'est qu'il nous permet d'extrapoler la position et l'intensité de la MJO et de faire donc des prévisions 15 jours en avance, ce qui nous permet d'anticiper ces impacts sur les conditions météorologiques et donc de minimiser leur impact. Et dans le cadre de mon stage, moi je m'intéresse à son influence sur la chaleur humide et les canicules marines. Donc la chaleur humide, ici on connaît bien, c'est quand vous transpirez tellement que vous avez l'impression qu'il fait bien plus chaud que la température réelle, et c'est une chaleur ressentie qui est plus difficile à supporter que la température à elle seule. Et juste en dessous, vous avez un graphique du dernier rapport du GIEC qui nous donne le nombre de jours par an où les conditions d'humidité et de température posent un risque à la santé humaine. Donc on voit dans les tropiques, c'est déjà le cas pour une grosse partie de l'année, et avec le réchauffement climatique, ça ne va que s'amplifier, et pas juste dans les tropiques, dans le reste, dans une grosse partie du globe. Pour ce qui est des canicules marines, ça a été déjà bien défini aujourd'hui, mais c'est des événements où les températures de la surface de la Terre restent anormalement élevées pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et qui ont des impacts conséquents sur la biodiversité marine, ce qui pour des endroits comme la Polynésie française où le tourisme et la permaculture, les piliers de l'économie du pays, ainsi que la pêche dépendent d'un écosystème marin en bonne santé, ça peut avoir de grosses conséquences. Et avec le changement climatique, on projette des canicules marines plus intenses en amplitude, en fréquence, en durée et en couverture spatiale. Ici, je veux juste attirer votre attention sur 2 articles de Polynésia Première qui sont parus au moment des fêtes sur les mortalités de poissons aux Marquises et puis ici à Papara, qui étaient associés au réchauffement climatique. Mais est-ce que c'est que le réchauffement climatique? Est-ce que ça pourrait pas être un lien entre le réchauffement climatique, l'El Niño qu'on a actuellement et la MJO? Ça, on ne le sait pas pour sûr, mais c'est tout l'intérêt de se poser la question et de se pencher sur le sujet. Pour ce qui est de mon stage, mes objectifs, c'est donc dans les tropiques, identifier l'influence de la MJO sur la chaleur humide et en Polynésie française, son influence sur les anomalies de température de la surface de la mer, donc les SSTA, pour voir s'il y a peut-être un lien ou une co-occurrence entre les canicules humides et marines sur le territoire. Pourquoi on fait ça? Parce que si on comprend mieux ces événements, on peut mieux les prévoir et du coup mieux limiter leur impact, notamment dans le contexte du changement climatique. Donc, je présente mes premiers résultats où j'ai regardé comment évoluer l'intensité d'un indice de chaleur pour les 8 phases de la MJO. Ici, je vous en présente 2. La phase 2, où la MJO est active dans l'ouest de l'océan Indien, et la phase 6, où elle est active dans l'ouest de l'océan Pacifique, qui sont 2 phases opposées, avec des chaleurs plus intenses en rouge et moins intenses que la normale en bleu. Et on voit que la MJO, elle a une influence sur cette chaleur humide. Et lorsqu'on regarde qu'est-ce qui contribue le plus, est-ce que c'est la température ou l'humidité? Donc là, je vous mets la même phase, la phase 6.
On voit que pour la température de l'air seul, ça ne correspond pas exactement, c'est différent. Alors que quand on regarde l'humidité spécifique, la carte du bas et la carte du haut se ressemblent nettement plus, ce qui indique potentiellement une contribution plus importante de l'humidité à cet indice de chaleur. Donc pour conclure, le message à retenir, c'est que la MJO, elle influence le temps ici, et notamment la chaleur humide, ce qui est en soi une bonne nouvelle parce que ça nous donne un potentiel de prévision à quelques semaines de ces événements de chaleur humide intense, ce qui nous permet d'anticiper leur impact et du coup de mettre en place des mesures de gestion pour minimiser leurs risques. Pour la suite de mon stage, ces résultats vont sûrement amener à la rédaction d'un article. Je vais continuer mon analyse de l'influence de la MJO sur LSSTA et ce lien entre les canicules humides et marines, des résultats qui pourront sûrement nourrir le Working Package 1 du projet Maheva que Sophie Cravat a présenté plus tôt aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci pour ta présentation. J'ai cru comprendre que quand tu montrais tes 8 zones, là, on pouvait regarder ça comme la Terre vue du pôle Nord. C'est pas tout à fait exact parce que la MJO, elle se déplace un peu plus rapidement dans cette partie, donc dans la phase 8 et 1. Mais c'est pour essayer de visualiser cette carte, parce que je sais qu'elle n'est pas forcément très facile à lire si vous ne l'avez jamais vue. Mais donc, la phase active de la MJO, donc cette enveloppe convective, si on est dans la phase 2, 3, elle sera à l'ouest de l'océan Indien et donc se déplace vers l'est, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et comment interpréter le fait qu'on dirait qu'elle passe par le pôle Nord ? Donc quand elle rentre à l'intérieur du cercle, ça veut dire qu'elle est considérée comme faible, c'est un weak MJO, parce que donc l'amplitude, donc plus l'écartement du centre du cercle est important, plus la MJO est considérée forte. Merci beaucoup, c'était très clair.